Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous explique, le but de cette vidéo est de remplacer le cours du 30 mars qu'on était censé avoir ensemble, donc le cours d'une heure qui ne pourra pas se faire en présentiel étant donné que la classe est entièrement fermée. Donc j'ai fait le choix de remplacer ce cours par une vidéo que je vais poster sur YouTube qui va vous permettre en fait de faire la même chose que ce qu'on fait en classe habituellement, mais à partir directement de chez vous. Donc le but c'est d'avoir réussi à faire vos exercices comme c'était censé être prévu. Vous étiez censé avoir fait comme devoir pour mardi de la semaine prochaine l'exercice 3 et 4. Donc si ce n'est pas encore fait avant de visionner cette vidéo, faites-les, faites vos exercices comme c'était prévu. Et ensuite, vous allumez cette vidéo, vous mettez en route et vous suivez le cheminement. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure tout ce qu'il faut faire, exactement comme si on était en classe habituellement. Et ça sera ça votre travail à faire à la place en fait du cours du mardi. Il faudra bien sûr que pour la fois d'après, vous soyez capable de me présenter votre cahier complété avec la correction des exercices de noter sur le cahier, les activités, bref, tout ce qu'on aura fait dans cette vidéo et que je vous aurais demandé de faire. Alors, de cette là, on va commencer par la correction de l'exercice 3, le coup de marteau, accompagné de l'exercice 4 sur le bateau. Donc on commence par celui-là. Je vous rappelle un petit peu l'exercice. Sonia pose du plancher, elle cherche à comprendre ce que subit le clou lorsqu'on vient frapper avec le marteau. Donc le but du jeu, d'abord, c'est d'établir le diagramme objet-interaction pour l'objet clou. Comme je vous ai dit, quand on étudie un système mécanique, donc là en l'occurrence c'est le clou, on commence toujours par établir le diagramme objet-interaction afin d'avoir une meilleure idée des différents objets, des différentes choses qui vont être en interaction avec notre objet d'étude. Donc le diagramme objet-interaction du clou. Ensuite, il va falloir schématiser la situation et représenter les forces qui s'exercent sur le clou par des segments fléchés. Et enfin, quel est l'effet de l'ensemble des actions mécaniques qui s'exercent sur le clou. Alors, le diagramme objet-interaction pour le clou ressemble à ça. Comme d'habitude, le clou est placé au centre du diagramme objet-interaction car c'est l'objet d'étude. On a trois objets qui sont en interaction avec notre clou, le marteau qui vient frapper le clou, la terre qui comme d'habitude exerce son attraction gravitationnelle sur le clou, et enfin la planche sur lequel repose le clou et dans lequel on veut enfoncer le clou. C'est le but du jeu quand on met un coup de marteau sur le clou. On a donc une interaction de contact avec le marteau, une autre interaction de contact avec la planche et bien sûr une interaction à distance avec la terre. Dans la question 2, on vous demandait de représenter schématiquement la situation. Donc schématiquement, comme je vous l'ai dit, ça veut dire vraiment simplement, on ne cherche pas à faire des dessins magnifiques. On représente la planche par un trait, on représente le clou au plus simple possible et le marteau ici avec un cube simplement et un manche. Attention, je vous précise, le dessin n'est pas à l'échelle, évidemment. Je parle le marteau, le clou, etc. Par contre, les forces sont elles bien sûr à l'échelle qu'on vous a fournie dans la question 2, c'est-à-dire 1 cm égale 10 000 newtons. Donc on dessine le clou, on schématise le marteau et on va devoir tracer les segments fléchés représentant les forces exercées. On a d'abord la force qu'exerce le marteau sur le clou. Donc je vous rappelle, c'est celle qui était notée comme de la manière suivante. F marteau sur clou, donc ça se lit force qu'exerce le marteau sur le clou, et on avait 50 000 newtons, et force qu'exerce la planche sur le clou, 5 000 newtons. De cette là, pour la force qu'exerce le marteau sur le clou, évidemment, on vient taper le clou, ça va avoir comme effet de tendre à enfoncer le clou. Donc on va dessiner un segment fléché avec une direction verticale et un sens allant vers le bas. Et enfin, pour la dernière caractéristique des segments fléchés, je vous rappelle qu'il y en a trois, valeur, direction et sens. Pour la troisième caractéristique qui est la valeur, on va se servir de l'échelle qui est de 1 cm pour 10 000 newtons et on va tracer de cette là un segment fléché dirigé vers le bas de 5 cm. Le point de départ n'a pas d'importance pour l'instant, en tout cas pour vous cette année. De cette là, on peut tout à fait le faire comme j'ai fait, le faire partir de l'endroit où l'impact du marteau avec le clou a lieu, ce qui paraît logique. Et on va également dessiner la force qui exerce la planche sur le clou. Cette fois-ci, c'est une force qui va résister à l'enfoncement du clou, c'est ce qu'on appelle la réaction de la planche, et donc forcément cette force va être dirigée avec la même direction que l'impact du clou, mais avec un sens opposé, c'est-à-dire dirigée vers le haut. Là j'ai fait le choix de faire partir la flèche de la planche, étant donné que c'est la planche qui résiste, mais si vous l'avez mis directement sur le clou ici, donc vous pouviez mettre cette partie-là de la flèche, qui démarrait d'ici et qui remontait comme ça allait aussi, il n'y a pas de problème. Et ce segment fléché doit faire de cette là 0,5 cm pour respecter l'échelle de 1 cm égale 10 000 newtons, étant donné que cette force était de 5 000 newtons. Pour la question 3, on vous demandait ce que va avoir en fait comme effet ces différentes forces exercées sur le clou par le marteau. Donc là, il fallait remarquer que la valeur de la force exercée par le marteau sur le clou est supérieure à la valeur exercée par la planche sur le clou. De ce fait là, la flèche vers le bas, on le voit, c'est visible là, elle est plus grande que la flèche qui va vers le haut. De ce fait là, la force résultante va être une action mécanique qui va aller vers le bas.
c'est-à-dire le clou va s'enfoncer. On peut imaginer le cas également de la force exercée par le marteau qui serait égale à la force de résistance de la planche. À ce moment-là, ça veut dire qu'on tape pas assez fort, et de ce fait-là, le clou il s'enfonce pas. Simplement, on tape et il se passe rien, le clou s'enfonce pas dans le support. Le support est soit par exemple trop résistant pour du métal, ou alors on a vraiment juste pas tapé assez fort. Voilà pour cet exercice. Ensuite, il y avait l'exercice 4 sur le voilier qui avance. Alors, le voilier, on vous expliquait que Armel Lecléac a gagné le Vendée Globe en 2016 en faisant le tour du monde en 74 jours, 3 heures et 35 minutes et 46 secondes sur le bateau Banque Populaire 8. On vous demande d'observer la photographie du bateau et de faire la liste des interactions en jeu. Et ensuite de faire le diagramme objet-interaction. Donc déjà, on peut dire que le bateau est en interaction à distance avec la Terre, comme d'habitude, interaction gravitationnelle. Il n'y a pas de moteur dans le bateau, c'est un bateau purement à voile, donc déjà si le bateau avance, clairement on peut déjà imaginer qu'il y a également une force qui s'exerce sur le bateau, qui provient du vent et qui permet au bateau d'avancer. Dernière chose qu'on peut faire comme inventaire, le bateau il est également en interaction avec l'eau, le bateau repose sur l'eau, donc forcément il est en interaction avec l'eau, ce qui nous donne interaction avec la terre, interaction avec l'eau et interaction avec la voile. Et donc si on trace le diagramme objet interaction, ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilier en interaction directe de contact avec l'air, en interaction de contact avec l'eau et en interaction gravitationnelle à distance, c'est-à-dire avec la terre. Question suivante, on vous demandait représenter les forces qui agissent sur le bateau lorsqu'il accélère. Cette fois-ci, contrairement à l'exercice avec le clou, on n'a pas de valeur, on n'a pas d'échelle qui nous sont données, donc on va représenter les segments fléchés avec la bonne direction et le bon sens. Ça, bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir de valeur. Par contre, au niveau de la longueur du segment fléché, on ne va pas pouvoir faire quelque chose de précis. On va donc essayer au moins de respecter les ratios de force qu'il peut y avoir entre les différents segments fléchés. C'est-à-dire que si par exemple la force qui fait avancer le bateau est plus grande que la force qui le retient, on va faire un segment plus grand, vous allez voir. Donc voilà le schéma de bateau, c'est simpliste que j'ai fait, mais c'est le principe d'un schéma, donc ça doit être simple. On a le bateau qui est sur l'eau, et on a donc, d'après notre diagramme objet interaction, 3 interactions, et donc forcément on va avoir 3 actions mécaniques. Une première action mécanique qui nous provient de la Terre, qui est laquelle? Le poids exercé par la Terre sur le bateau. Comme d'habitude, direction verticale, sens vers le bas, tout objet est attiré vers le centre de la Terre à cause de la gravitation, et on a donc ce segment fléché qui va partir vers le bas. Là on l'a mis au centre du bateau pour représenter que l'attraction ça attire tout le bateau, pas seulement un morceau du bateau, mais si vous l'avez mis en dessous du bateau, c'est pareil, c'est pas très grave. De toute façon le point de départ n'a pas trop d'importance cette année. Donc une force représentant le poids, une deuxième force représentant l'effet de l'eau sur le bateau, donc en fait c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, c'est ce qui fait que quand on enfonce un objet dans l'eau et qu'on le lâche, il remonte. Forcément, s'il n'y avait pas cette force de l'eau vers le haut, le bateau, à cause du poids, il coulerait et il s'enfoncerait dans le sol. Or on sait bien que le bateau il flotte. S'il flotte, ça veut bien dire que l'eau exerce une force opposé au poids, donc c'est-à-dire que la direction est la même, le sens est vers le haut, qui est de même valeur au final, qui s'oppose à l'enfoncement du bateau dans l'eau, donc il flotte. Ensuite, interaction suivante, donc de ce fait là on va pas avoir 3 forces, on va avoir 4 forces en réalité, parce que l'eau exerce 2 actions mécaniques. Elle empêche le bateau de s'enfoncer, mais elle résiste aussi à l'avancée du bateau. Vous avez déjà tous essayé de marcher dans l'eau, l'eau est pas vraiment d'accord et elle vous empêche d'avancer et vous sentez que ça résiste. De ce fait là on a une force comme ça résiste, forcément on va dessiner la force dans le sens opposé à celui dans lequel se dirige le bateau, c'est-à-dire vers l'arrière. L'eau résiste au bateau, donc c'est une force qui le retient vers l'arrière. Et enfin on a la force qui fait avancer le bateau, c'est-à-dire le vent qui vient souffler sur la voile, et donc forcément c'est une force qui est de direction horizontale et de sens vers l'avant, vers la direction vers laquelle va le bateau. Mais pourquoi j'ai fait ces segments fléchés de cette taille-là au niveau de la valeur? C'est simplement par rapport à de la logique. Quand on regarde la photo, on voit que le voilier il est en mouvement, forcément déjà, sinon Armel Lecléac il n'aurait pas gagné le tour du monde si son bateau il avait reculé au lieu d'avancer, ça n'aurait pas marché aussi bien, ou alors s'il avait été complètement immobile. Donc on sait que le bateau avance. Si le bateau avance, ça veut dire que la force qui le fait avancer est plus importante que la force qui le fait reculer, qui l'empêche d'avancer. Forcément, de ce fait-là, le segment fléché du vent qui fait avancer le bateau va être plus grand que le segment fléché qui empêche le bateau d'avancer. C'est pour ça que j'ai fait une flèche plus petite. Et comme je vous l'ai dit, cette flèche-là et cette flèche-là vont faire la même taille parce que le poids va tirer le bateau vers le sol et la poussée d'Archimède va faire remonter le bateau vers le haut pour l'empêcher de couler. C'est ce qui fait que le bateau flotte et forcément de ce fait-là la force est égale. S'il y avait un peu plus de force vers le bas, le bateau s'enfoncerait. S'il y avait un peu plus de force vers le haut, le bateau volerait, ce qui me paraît incohérent. De ce fait-là, c'est logique d'avoir des forces qui soient égales
pour que le bateau puisse flotter. Question suivante, on vous demandait, expliquer qu'un voilier puisse accélérer, on utilisera le mot force. On a partiellement déjà répondu à la question. Les forces exercées par l'eau et la terre se compensent, c'est-à-dire que leurs effets s'annulent. Par contre, la force exercée par l'air sous le voilier n'est pas entièrement compensée par les frottements de l'eau sur le voilier. Le bateau se met donc en mouvement, il accélère dans le sens du vent. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ensuite, on vous demandait si le bateau se retrouve dans une zone sans vent. Est-ce que le diagramme objet-interaction est modifié? Ben non, le diagramme objet-interaction n'est pas modifié. Le bateau est toujours en interaction avec l'air, il y a toujours de l'air. Comme on l'a expliqué, une action mécanique n'est pas forcée de mettre un objet en mouvement. Ça peut mettre en mouvement, mais c'est pas obligé. Là, le vent n'est pas suffisamment fort, il n'y a pas assez de vent pour faire avancer le bateau, donc il avance pas, mais ça ne veut pas dire qu'il y a pas de vent, il n'y a pas d'air, il y a de l'air, donc le bateau est en interaction avec l'air. Il est toujours en interaction avec la terre, il est toujours en interaction avec l'eau, donc le DOI n'est pas modifié. Et enfin, du coup, on vous demandait, expliquer pourquoi dans une zone sans vent, le bateau ralentit. Et bien simplement, si on reprend le même schéma que tout à l'heure, mais que cette fois-ci, il n'y a pas de vent. Donc on a les mêmes forces pour le poids, pour l'eau qui résiste et qui empêche le bateau de couler, pour les frottements de l'eau qui empêchent le bateau d'avancer. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de vent qui pousse le bateau vers l'avant. Au contraire, mon bateau, pour le peu qu'il arrive à avancer, comme il n'y a pas de vent, la voile, au lieu de l'aider à avancer parce qu'elle est poussée par l'arrière par le vent, elle va freiner en fait. Elle va empêcher le bateau d'avancer parce qu'il n'y a plus de vent qui pousse. Et donc si le bateau il avance ne serait-ce qu'un petit peu, la grande voile va résister avec l'air qui est devant le bateau. Et ça va au contraire avoir un effet de résistance sur le bateau. De ce fait-là, c'est ce qu'on appelle les frottements en fait exercés par l'air sur le voilier. De ce fait-là, vous voyez qu'il y a deux forces qui font reculer le bateau, deux forces qui se compensent ici qui font que le bateau flotte, et aucune force qui fait avancer le bateau. De ce fait-là, le bateau va ralentir, jusqu'au moment où il va s'arrêter. Et vu qu'il n'y a pas de vent, il va arrêter de reculer, il ne va pas se mettre à reculer. Il n'y aura plus de frottement avec l'eau vu qu'il ne bougera plus. Et il n'y aura plus de frottement avec l'air à cause du fait que le bateau avance, vu que le bateau sera immobile. Donc le bateau va ralentir jusqu'à ce qu'il finisse par s'arrêter. Et tant qu'il n'y a pas de vent, il ne redémarrera pas. Voilà pour cet exercice sur le voilier. Donc il était un petit peu plus compliqué que le précédent. La poussée d'Archimède, je vous donne le nom pour votre culture générale, mais ça ne vous sera pas forcément demandé. Il faut juste savoir que comme tout support, n'importe quel objet mis dans l'eau, l'eau résiste, exactement comme qu'on avait le clou qui était enfoncé dans le sol et le sol résistait, le plancher résistait à l'enfoncement du clou. La correction de cet exercice nous clôture le chapitre 6 sur les forces et les mouvements. De ce fait-là, on va passer au début du chapitre 7. Alors chapitre 7 sur l'interaction gravitationnelle que nous avions commencé la dernière fois par une activité expérimentale. Donc je vous rappelle, l'activité expérimentale en question, c'était celle de quelle est la différence entre masse et poids, activité expérimentale numéro 7, où vous aviez utilisé des dynamomètres, des balances électroniques et une balance de Roberval pour essayer de mesurer les masses et mesurer les poids de différents objets du quotidien. Donc, on avait fait l'expérience, donc normalement vous devez avoir un tableau dans lequel vous avez répertorié la masse et le poids de différents objets. Alors on va revenir d'abord sur la correction des questions 1 et 2 que je vous avais dit de passer. Rappelez avec quels instruments on mesure la masse et le poids et que mesure en réalité le pèse-bagage. Alors, la balance permet la mesure d'une masse, alors qu'on mesure un poids avec un dynamomètre. Ça, c'est ce que vous aviez vu en TP la dernière fois. Et au niveau du pèse-bagage, vous voyez qu'au final, ça ressemble vachement à un dynamomètre, en fait. La seule différence avec le dynamomètre, c'est qu'au lieu d'afficher un poids en newton, ça nous affiche une masse en kilogrammes. Donc en réalité, les pèse-bagages ne sont pas des balances. Le pèse-bagage mesure en réalité un poids. C'est l'allongement du ressort qui est un effet de la force qui s'exerce sur le crochet, c'est-à-dire le bagage est attiré par la terre, de cette là ça vient tirer sur le ressort de mon pèse-bagage, et ça a comme effet de modifier la valeur affichée par le pèse-bagage, et en fait c'est le pèse-bagage qui fait la conversion entre le poids en newton et qui vous affiche plutôt la masse en kilogrammes, parce que vous verrez, ce qu'on va voir après, le poids et la masse sont reliés par une relation qui fait que le pèse-bagage peut faire le calcul pour savoir à quelle masse correspond le poids de la valise. Donc vous deviez avoir, comme je vous disais pour la question 3, un tableau de ce style-là. Donc là, moi j'avais fait 8 mesures. Une fois qu'on a ces valeurs-là, alors normalement vous devez avoir chacun vos valeurs. Si vous ne m'avez pas bien écouté et que vous n'avez pas récupéré le tableau qu'un de vos camarades avait, je vous avais dit de chacun récupérer le tableau. Soit vous le récupérez auprès du camarade si vous avez un moyen de le joindre. Sinon, vous utilisez mon tableau pour tracer la courbe à la place d'utiliser le vôtre, mais je préférais vraiment que vous utilisiez vos propres valeurs expérimentales, c'est beaucoup plus authentique. Ça vient vraiment de votre expérimentation.
Question 4, du coup on vous demandait de construire le graphique représentant les variations du poids en fonction de la masse. De ce fait là, le poids va se retrouver en ordonnée, la masse en abscisse, et donc on va tracer tout d'abord les deux axes ici. On va bien noter masse M en kilogrammes sur l'axe des abscisses, poids P en newton sur l'axe des ordonnées, toujours mettre l'unité entre parenthèses et le symbole. On va graduer de 0 à 1 parce qu'au niveau de nos valeurs, au niveau de la masse, on arrive jusqu'à 0,85 maximum, et on va graduer le poids de 0 à 10 parce qu'on s'arrête à un petit 9, comme ça nous permet d'être un peu large. Une fois que vous avez gradué vos axes, vous allez placer vos points. Attention pour placer les points, de ne pas me faire des croix, des fois ou des petites étoiles, on doit faire des plus. Pourquoi? Parce que cette partie-là du plus pointe vers l'axe des abscisses, cette partie-là vers l'axe des ordonnées. Ça nous permet déjà d'avoir des valeurs plus précises quand on trace. Et si jamais je veux connaître l'abscisse et l'ordonnée de ce point-là, j'ai juste à prolonger orthogonalement vers le bas ce point et j'obtiens la valeur des abscisses ou la valeur des ordonnées. Donc une fois que vous avez tracé vos différents points, vous allez devoir tracer votre droite. La droite ne va pas nécessairement passer par tous les points. Ici c'est beau, c'est magnifique, c'est des points théorique, vous avez des valeurs expérimentales. Comme toujours dans l'expérimental, il va y avoir des petites différences, des petites fluctuations qui vont faire que vous allez peut-être avoir un point là, un point ici, mais ça ne veut pas dire qu'il faut me faire une espèce de zigzag qui passe par tous les points. Non, vous devez tracer une droite. Le but du jeu, ça va être de tracer la droite de manière à ce qu'elle passe par un maximum de points. Et les points par lesquels elle ne passe pas, faudra qu'ils se trouvent à peu près à égale distance des deux côtés. C'est-à-dire que si j'ai un point ici, un point là, je vais tracer ma droite qui va passer entre tous ces points et qui va passer par un maximum de points. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir voir si le prolongement de cette droite passe par l'origine, ce qui est le cas ici. Vous allez donc faire une pause sur cette vidéo de manière à pouvoir dessiner votre axe abscisse ordonnée avec le poids, la masse, graduer, venir mettre vos différents points qui correspondent au tableau que vous aviez noté de l'activité expérimentale la dernière fois avec vos valeurs expérimentales et tracer votre droite qui passe par un maximum de points. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre cette vidéo en marche. On vous demandait ensuite de retrouver la relation P égale mg et la valeur de G, intensité de pesanteur exprimée en newton par kilogramme. On vous donne la formule qui relie le poids et la masse et qui permet par exemple à mon pèse-bagage de venir calculer directement la masse de mon bagage. C'est P égale m fois G, c'est-à-dire le poids est égal à la masse multipliée par G, l'intensité de pesanteur, qui est de 9,81 newtons par kilogramme en France. Elle varie légèrement en fonction de la position dans laquelle on est dans le monde. La valeur de G pour nous ici n'est pas exactement la même que celle en France métropolitaine. Pourquoi? Parce que la Terre n'est pas parfaitement ronde et du coup on est plus près du centre de la Terre en étant au niveau des pôles. De ce fait-là, on risque d'avoir un G qui soit légèrement supérieur à celui qu'on peut trouver en France métropolitaine. Vous verrez quand on fera nos calculs. De ce fait-là, comment retrouver la valeur de G en fait? On a P, on a M, on les a tracés avec notre courbe. Qu'est-ce que ça veut dire P égale mg? Ça veut dire que le poids et la masse, qui sont deux variables, sont proportionnelles entre elles et elles sont reliées par le facteur de proportionnalité G. G qui est une constante. Et donc normalement, si deux choses sont proportionnelles, lorsqu'on trace la droite représentative de l'un par rapport à l'autre, on obtient une droite qui passe par l'origine. C'est ce que je vous rappelle dans la fiche méthode que je vous ai donnée. Je vous ai donné les façons de reconnaître une situation de proportionnalité. Alors vous avez deux façons, soit vous prenez votre tableau de valeurs, donc là c'est tension-intensité parce que c'est un exemple, mais vous de ce fait là c'est masse et poids. Vous devez diviser l'un par l'autre, à chaque fois dans le même sens, et vous regardez si ça donne à peu près, bien sûr il y aura des petites différences, mais si ça donne à peu près la même valeur aux erreurs près, ça veut dire que les deux sont proportionnels. Pour nous, ça sera la masse et le poids. Deuxième méthode, une fois que vous tracez le graphique représentatif du poids en fonction de la masse, donc d'une des grandeurs par rapport à l'autre, si on obtient une droite qui passe par l'origine, ça veut dire que ces deux grandeurs sont proportionnelles. Dans la courbe qu'on a tracée, on voit bien qu'on a une droite qui passe par l'origine, donc ça veut dire que le poids et la masse sont bien proportionnels et leur coefficient de proportionnalité, on a dit que c'était G. De ce fait là, deux façons de trouver G, soit vous calculez le coefficient directeur parce que comme P égale mg, ça veut dire que G est le coefficient directeur de cette droite. Donc vous utilisez les techniques que vous avez vues en mathématiques. La formule, je vous rappelle, c'est YB moins YA sur XB moins XA. De ce fait là, par exemple, je peux prendre le point qui est ici à 8,4, le diviser par donc 8,4 YB moins YA, je vais prendre 0. On sait que ça passe par 0 quand on prolonge. Donc 8,4 moins 0, ça fait 8,4, divisé par 0,85 moins 0, donc 0,85. Donc ça nous fait 8,4 divisé par 0,85, ça nous donne 9,88. Donc ça nous a permis de retrouver en effet le G qu'on nous a donné dans l'énoncé. On nous avait dit qu'il était égal à 9,81. Alors vous voyez, c'est un petit peu supérieur, comme je vous avais dit, à la valeur en France métropolitaine.
Ou alors, deuxième méthode possible, utilisez le tableau qu'on vous avait donné et recherchez le coefficient de proportionnalité comme on vous l'a indiqué dans la fiche méthode, c'est-à-dire vous avez votre tableau, vous divisez l'un par l'autre et vous trouvez à chaque fois normalement une valeur à peu de choses près égale, et ça c'est le coefficient de proportionnalité entre les deux grandeurs. Donc là c'est le même principe, vous reprenez ce tableau qui était ici et vous venez lui ajouter une colonne supplémentaire qui est P divisé par M. On fait l'un divisé par l'autre et ça nous donne à chaque fois, donc prend le plus grand divisé par le plus petit, 9,85, 9,56, 9,70, 9,77, 10, 9,97, et quand on fait la moyenne de tout ça, on obtient 9,88. Donc on tombe à peu près sur la même valeur que ce qu'on a déterminé grâce à la méthode graphique. Voilà, donc vous aviez les deux façons de faire. Pourquoi est-ce qu'on a fait P sur M et pas M sur P? Ça vient de la formule. Vu qu'on vous dit que P égale MG, si P égale MG, G égale P sur M. Voilà, c'est simplement pour ça qu'on a fait P sur M, c'est pour calculer en fait grâce à la formule littérale. Donc là je vous répète ce qu'on vient de faire, la courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine, P et M sont deux proportionnels, on retrouve la formule P égale M fois G, si on appelle G le coefficient directeur de la droite, pour calculer G on utilise la méthode graphique que je vous ai présentée, donc YB moins YA divisé par XB moins XA. Qu'est-ce que ça veut dire ça d'ailleurs pour ceux peut-être qui ont du mal avec cette formule? Ça veut dire que je prends un point B, lui par exemple, je prends un point A, le point 0, c'est le plus simple, YB, donc l'ordonnée de B, moins l'ordonnée de A, divisé par l'abscisse de B, moins l'abscisse de A. C'est pour ça que j'avais fait 8,4 moins 0, divisé par 0,85 moins 0. Voilà, pour vous réexpliquer un petit peu la formule, au cas où c'est peut-être encore un peu frais pour vous. Et donc dans tous les cas, ces deux façons nous donnent une valeur proche de G, qui était donnée dans l'énoncé de départ. Et enfin, on vous demandait, pour aller plus loin, expliquer comment on peut facilement graduer en kilogrammes un dynamomètre pour qu'il affiche la valeur de la masse des valises. Comment fonctionne en fait le pèse-bagage qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et quand on y réfléchit, toutes les balances électroniques qu'on utilise pour faire la cuisine ou même pour la chimie, toutes nos balances électroniques, en réalité ce ne sont pas vraiment des balances. En tout cas, c'est pas comme la balance de Roberval, ça ne mesure pas une masse directement. En réalité, notre plateau de la balance électronique est sur un ressort qui vient s'enfoncer à cause de l'attraction gravitationnelle qui agit sur l'objet qu'on vient poser dessus, et ça du coup mesure le poids, et ce poids est converti en masse. Comment c'est fait, que ça soit dans nos balances ou dans les pèse-bagages? Et en fait, simplement, la masse et le poids sont deux grandeurs proportionnelles. Pour graduer un dynamomètre en kilogrammes, il faut simplement changer sa graduation en la divisant par G. Donc P égale mg, donc M égale P sur G. Notre pèse-bagage, il fait M égale P sur G. Donc il prend la valeur qui mesure de poids, il la divise par G, donc 9,81 par exemple, et il obtient la masse en kilogrammes de notre bagage. Et c'est comme ça que fait aussi notre balance. Donc voilà, on termine là-dessus sur cette correction d'activité. On écrira la conclusion la fois prochaine. Je vous donne pas de devoir particulier, hormis d'avoir votre cahier à jour, c'est-à-dire d'avoir recopié les corrections des deux exercices et de l'activité, et d'avoir regardé cette vidéo, et ça sera déjà largement suffisant. On sait que c'est pas forcément toujours facile de travailler de chez soi. Je vous souhaite bonne semaine, et on se revoit la semaine prochaine. A bientôt.